permettez-moi de remercier tout d'abord Monsieur le Dr Hadjout, ainsi que les membres du bureau de l'AMGLB et tous les membres de l'AMGLB pour la confiance renouvelée. Donc, nous continuons depuis 2014 qu'on a commencé à travailler avec l'AMGLB et nous proposons de continuer notre série sur les maladies de système et nous avons proposé la thématique sur le syndrome de Gougerot-Sjogren. J'ai dit syndrome de Gougerot-Sjogren et vous voyez qu'il y a plein de points d'interrogation. Et la question que je vous pose, donc vous allez participer à ce premier exercice, si vous devez rendre à César ce qui appartient à César, vous direz quoi? Donc je passerai les diapos. Alors Gougerot, c'est un Français, médecin français. Il a décrit ce qui pourrait ressembler à cette maladie donc, en 1926. Sjogren, qui est un Suédois, lui, a décrit à peu près la même maladie, sauf pour ce qui est des pathologies associées. Donc c'est pratiquement la même symptomatologie pour la pathologie de base, et c'était en 1933. Pour rappel, quelques années plus tard, sa thèse n'a pas été acceptée n'a pas été validée concernant le syndrome de Gougerot-Sjogren. Imaginez la suite, puisque la terminologie reconnue actuellement, c'est le syndrome de Sjogren et non pas de Gougerot-Sjogren. Et puis, quand on reprend l'historique, je ne sais pas, vous n'arrivez peut-être pas à voir, en 1888, il y a eu déjà une première description d'un syndrome sec par deux auteurs, je ne vous laisse pas peine de retenir les noms. Donc, si c'était vous, quel nom donneriez-vous à cette maladie? On a l'habitude de l'appeler syndrome de Gougerot-Sjogren. La terminologie reconnue, c'est Sjogren. J'avais mis un troisième point, Zika syndrome, veut dire syndrome sec, tout simplement. Alors, Gougerot 26, Sjogren 33, et puis 1888, et syndrome sec, Zika syndrome. Donc, je vous laisse, vous me répondrez à la fin ce que vous aurez retenu comme terminologie pour rendre à César ce qui appartient à César. Il faut définir qui c'est César, bien sûr. Le deuxième point, c'est pour revenir à ce qui est épidémiologique, pour être un peu plus sur le terrain. C'est une pathologie qui touche la femme, principalement de la cinquantaine. Mais elle peut toucher des sujets plus jeunes, de 30 ans. Elle peut toucher le sexe masculin, bien sûr. Mais regardez cette maladie, quand même, depuis 2014 à 2019, on n'a pas abordé ce sujet. M. Hadjout peut-être va me le reprocher. Et c'est même au niveau des publications au niveau mondial, elle reste j'allais dire, moins médiatisée que les autres pathologies que vous connaissez. On peut citer le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie. Elle est moins médiatisée au niveau international. Elle commence à l'être un peu plus. Mais regardez la dernière phrase. Deuxième maladie auto-immune. La deuxième maladie auto-immune, par ordre de fréquence, c'est elle qui est la moins bien connue. Et pourtant, elle a d'autres caractéristiques. Donc, elle est fréquente. Et puis, on rajoute ces caractéristiques cliniques avec ces trois trépieds très importants. Parce qu'on n'a pas la coordination, désolé. D'abord, non, c'est pas ce que j'ai. Alors, les trois trépieds, c'est une maladie auto-immune systémique qui touche particulièrement les glandes exocrines. C'est important. Les autres maladies systémiques peuvent toucher ça, mais pas de cette manière, pas d'une manière aussi caricaturale. Donc elle a déjà une caractéristique clinique. La deuxième caractéristique clinique, c'est les associations, les manifestations systémiques. Donc elles ne restent pas uniquement localisées au niveau des glandes exocrines, mais donc c'est une manifestation systémique et ça sera déduit du temps. Ah, la dernière. Le premier et ça tu avances. J'avance avec ça. Donc le deuxième point, c'est maladie systémique associée
Donc c'est très important. Il y a d'autres maladies qui sont associées, donc pour dire qu'elle est certainement dans un carrefour. Et regardez, le dernier point, c'est une pathologie qui s'associe, qui se complique de néoplasie. C'est important, c'est des caractéristiques qu'on ne retrouve pas, qu'on retrouve beaucoup moins avec les autres maladies systémiques. Donc regardez, par fréquence, c'est la deuxième pathologie. Par caractéristique, elle a des caractéristiques cliniques très importantes, de par la localisation au niveau des glandes exocrines, c'est une particularité importante, et les associations à d'autres maladies systémiques, les associations à des néoplasies, et pourtant méconnues. Donc, Dr Hadjout, je ne sais pas où est-ce qu'il est, on aurait dû traiter cette maladie peut-être plutôt que entre 2014 et 2015, plutôt que 2019. On est convaincu que c'est une maladie qu'on doit connaître. Que doit, on va dire, les maladies de système, ce n'est pas du rôle du généraliste, non. Une des maladies, une des pathologies que doit connaître le médecin généraliste, c'est le syndrome de Gaugerot-Sjogren ou syndrome de Sjogren. J'ai oublié de dire, pour une maladie qui est fréquente, elle n'a pas le titre de maladie. On lui donne encore syndrome. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait à cette pathologie pour qu'elle devienne maladie. Alors, que doit connaître le médecin généraliste concernant le syndrome de Gaugerot-Sjogren? Il participe à toutes les étapes, au diagnostic, parce que c'est lui qui va suspecter. Les signes peuvent être évidents au départ, mais peuvent être atypiques. Donc, c'est lui qui va référer éventuellement le patient à qui de droit pour le suivi. Il va participer parce qu'il va faire son examen physique, il va identifier quelques anomalies qui attirent l'attention. Il saura interpréter en partie les examens complémentaires. Vous allez voir qu'il n'y a pas plus simple. Le diagnostic différentiel est très important aussi. Le médecin généraliste saura faire la part des choses entre ce qui pourrait appartenir au syndrome de Gaugerot-Sjogren et ce qui appartiendrait à d'autres pathologies. Et puis, pour moi, l'étape peut-être la plus importante, c'est celle des pathologies associées. Pathologies associées, je ne pense pas à maladie systémique, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je pense surtout à néoplasie. C'est une maladie qui se complique plus fréquemment de néoplasie, et c'est lui qui connaîtra, parce que c'est celui qui va suivre ce patient, les facteurs prédictifs de transformation vers la néoplasie. Donc, vous validez cette diapo? On la valide ou pas? Le rôle du médecin généraliste dans le suivi d'une maladie systémique, la deuxième par ordre de fréquence, et avec des caractéristiques bien précises. Alors, ce diagnostic positif, donc, on va séparer en deux grands chapitres. Ce qui la caractérise particulièrement, c'est les manifestations glandulaires. Et puis, les autres manifestations systémiques, elles peuvent être communes, mais elles peuvent également avoir des particularités par rapport aux autres maladies systémiques. Alors, les manifestations glandulaires les plus fréquentes, c'est bien sûr au niveau des glandes salivaires. Et comme vous voyez, il y a une hypertrophie des glandes salivaires, en particulier des parotides. Donc, tout patient qui vient avec cette image, vous savez que c'est une parotidite, mais il n'y a pas que les oreillons, etc., qui peuvent donner ça. Il faut savoir évoquer, bien sûr, entre autres, le syndrome de Sjogren ou Gaugerot-Sjogren. Vous allez me répondre tout à l'heure. Et puis, associé à cette hypertrophie des parotides, il y a la xérostomie, cette sécheresse buccale. Cette sécheresse buccale, je peux passer 10 diapos, peut-être que vous n'allez pas imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'un patient. Il vaut mieux schématiser. Imaginez que vous êtes à jeun, vous pouvez faire l'exercice demain, rester sous le soleil ou aller courir, faire un match, et puis renouveler ça, et vous êtes toujours dans cette situation. Même si vous buvez, vous n'allez pas être soulagé. Vous ne pouvez pas parler. C'est pour ça que j'ai ramené cette bouteille, pour m'aider au cas où je tombe en panne. Vous ne pouvez pas avaler, vous allez faire des fausses routes, etc. Donc imaginez-vous uniquement, demain vous êtes à jeun, à 18h vous faites un match, vous courez, et vous n'êtes pas soulagé une fois que vous avez bu. Imaginez le patient tous les jours dans cette situation. C'est pour ça qu'on verra tout à l'heure, c'est des patients qui auront obligatoirement des répercussions sur le plan psychologique. Donc je ne lirai pas cette diapo, vous avez vu un peu... Ah pardon, oui, pas François oublie. Ah, c'est embêtant ça, dommage.
Pour moi, les diapos sont en train de défiler, hein, désolé. Et puis, vous avez des complications. Quand on a une bouche sèche, tout le temps, il y aura obligatoirement des complications. Alors, les complications, c'est des caries dentaires. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre nous, devant des caries dentaires, pensera à un syndrome sec? Non. Devant des mycoses buccales, est-ce qu'on pensera au syndrome sec, etc., etc. Et ne soyez pas étonnés que Gougereau était un dermatologue. Donc, parce qu'il a l'habitude de voir un petit peu la teinte cutanéo-muqueuse. Voilà un peu. Hein. Imaginez une patient de ce type-là, les caries dentaires, une sécheresse au niveau labial également. La xérophthalmie, c'est un peu la même chose, mais au niveau oculaire. C'est pour ça qu'on parle de syndrome sec. On ne va pas retenir en titre le syndrome sec parce que le syndrome sec n'est pas spécifique. Il y a d'autres pathologies que le syndrome de Gougereau-Sjogren qui va donner ça. Donc la xérophthalmie, c'est la même chose, et ça va se compliquer, hein, je passe un peu plus rapidement, d'ulcération de la cornée, de kératite, d'ulcération. Donc on n'est pas dans le basique, on est devant des complications qui vont s'aggraver. Le malade va perdre sa vue par des complications liées à cette sécheresse. Mais retenez la dernière phrase, 40% des patients avec xérophthalmie objectivable n'avaient pas de signes fonctionnels. Donc il y aura cette discordance. Hein. Donc les signes fonctionnels sont là pour nous aider, pour aller de l'avant, mais ils peuvent être absents. C'est pour ça qu'il faut faire du dépistage chez ce type de malade. Ça peut toucher d'autres glandes, hein, au niveau de la peau, au niveau du vagin, au niveau des voies respiratoires. Quelqu'un qui fait des infections à répétition, bronchique, est-ce qu'on pensera au syndrome sec? C'est pour ça que j'ai dit le rôle du médecin généraliste. Vous voyez, les caries dentaires, les conjonctivites à répétition, etc., tout ce qu'on vient de citer, peuvent être des signes en rapport avec un syndrome sec et en rapport avec un Gougereau-Sjogren, et c'est à vous de dépister. J'ai parlé du rôle du généraliste, donc c'est très important cette question aujourd'hui. J'allais dire, j'ai oublié, les manifestations oculaires sont là, sont au premier plan, et ne soyez pas étonnés que Sjogren est un ophtalmologue. Voilà. Donc c'est les deux. Et puis la médecine interne vient un peu plus tard. C'est à partir des années 80, 1980, qu'on commence à connaître un petit peu mieux les manifestations systémiques du Gougereau-Sjogren. Et donc là, on reconstitue un petit peu le puzzle. C'est un des trépieds du Gougereau-Sjogren, c'est les manifestations systémiques qui sont maintenant bien identifiées, bien classées, qui peuvent aider au diagnostic, qui peuvent aider surtout au pronostic. Je ne vais pas vous les détailler, c'est juste pour vous dire qu'elles sont classées dans la classification SDI. Hein, il y en a plusieurs. Alors, en dehors des manifestations d'organes, qu'on va revoir maintenant brièvement, vous avez la fatigue. La fatigue, l'asthénie, est un signe majeur. Je ne parle pas de la fièvre fébricule, etc., ou d'amaigrissement qui peuvent se voir liés à des contraintes buccales, etc. Vous avez l'asthénie. L'asthénie est un signe majeur. Nous avons tous appris en médecine générale, devant une asthénie, à chercher une hypothyroïdie, à chercher une hépatopathie, etc. Apprenons devant une asthénie très importante, au-delà des troubles psychologiques, à rechercher un syndrome de Gougereau-Sjogren. Diapo très importante à retenir. Rajoutez à votre listing cela. Alors, les manifestations systémiques, elles sont là. Ne regardez pas les fréquences par organe. Regardez surtout que près d'un tiers à 2 tiers des patients, selon les séries, auront des manifestations systémiques plus variées. Ces manifestations systémiques peuvent être identiques à celles qu'on peut voir dans les autres maladies systémiques, mais certaines sont particulières. Je n'ai pas le temps de développer, c'est juste pour attirer votre attention. Par exemple, l'atteinte rénale qui nous fait peur au cours du lupus, c'est la néphropathie glomérulaire, GNRP, etc. Au niveau du Gougereau-Sjogren, c'est autre chose. C'est une tubulopathie, c'est une atteinte tubulaire. Il n'y aura pas les manifestations classiques qui attirent vers l'atteinte rénale. Les manifestations seront trompeuses. C'est des signes, par exemple, d'hypokaliémie. C'est des signes de perturbation du bilan phosphocalcique. C'est l'acidurie, etc. C'est une tubulopathie. Ne vous attendez pas forcément à trouver le classique syndrome œdémateux, œdématoacytique, œdème des membres inférieurs, protéinurie, etc. C'est un tableau atypique. Donc comme ça, il y a des manifestations systémiques communes et d'autres qui sont particulières.
J'ai parlé du score d'ESDAI, maintenant c'est classé, c'est bien connu, c'est codifié même pour l'intensité et ça vous permet de suivre le pronostic. Donc là, un travail a été fait, c'est des publications récentes concernant ces paramètres. Les examens complémentaires, ils auront un double objectif, c'est de confirmer cette sécheresse au niveau de toutes les glandes qu'on pourrait explorer. Bien sûr, les plus fréquentes sont oculaires et buccales, et les autres sont plutôt d'ordre systémique pour confirmer qu'on est dans une ambiance de maladie systémique. Alors, vous ne voyez peut-être pas. Alors, ces tests, ils sont simples à réaliser. Les collègues ophtalmo nous aident, c'est le test de Schirmer. C'est un papier buvard qu'on met au niveau de l'œil et ça nous permet de voir si il y a sécheresse au niveau oculaire ou pas. Vous avez la mesure du flux salivaire. Il suffit de laisser cracher le patient pendant 15 minutes. C'est une technique qu'on devrait faire, mais qu'on n'utilise pas couramment. On peut remplacer par un test au morceau de sucre, c'est classique aussi, avec un comparatif, bien sûr. Vous testez chez un autre patient et chez votre patient, chez qui vous suspectez le syndrome de Gaucher-Sjögren, vous pouvez apprécier un petit peu ça. Et vous avez en particulier après un examen ophtalmologique bien précis, je ne vais pas détailler. Il va vous confirmer non seulement la sécheresse au niveau oculaire, il va vous montrer surtout le retentissement de cette sécheresse au niveau de l'œil. J'ai parlé tout à l'heure de kératite, etc. C'est un signe pour le diagnostic, c'est un signe pour le pronostic. Donc un médecin généraliste peut référer son malade pendant le suivi, au départ du diagnostic ou pendant le suivi par rapport au pronostic, être en étroite collaboration avec le médecin ophtalmo. Vous voyez, le test de Schirmer. Et puis, vous avez des examens, donc ça au niveau, j'allais dire local, pour les atteintes glandulaires. Vous avez d'autres, c'est pour les manifestations plutôt systémiques. Et vous avez un ensemble de manifestations ici. Par exemple, pour ne pas avoir à aller dans le détail, il ne faut pas passer à côté d'une leucopénie. Vous faites une formule, la leucopénie est un bon signe pour l'orientation diagnostique. Donc, à vous de détecter, parfois sur une leucopénie, vous n'avez pas d'explication, allez chercher cette maladie. Mais surtout, au-delà de ça, c'est la dernière partie, c'est le bilan immunologique. On est dans une ambiance de maladie systémique. Le facteur rhumatoïde peut être positif, il est fréquemment positif. Ce n'est pas un signe de PR associé, ce n'est pas un signe de polyarthrite rhumatoïde associé. C'est un signe qu'il y a un emballement du système immunitaire. On est devant une ambiance de maladie systémique. Il ne faut pas faire d'erreur d'aiguillage dans l'approche thérapeutique. Donc c'est un chapitre très important. Mais ce qui caractérise le syndrome de Gaucher-Sjögren en matière de bilan immunologique, c'est les anticorps anti-SSA, anti-SSB qui vont être plutôt positifs dans cette pathologie que dans d'autres maladies. N'oubliez pas également que la présence d'anti-SSA, SSB favorise les avortements. Donc, devant un patient qui a des ABRT à répétition, je vais chercher beaucoup de pathologies, syndrome des antiphospholipides, etc. Mais je n'oublie pas également de chercher un syndrome de Gaucher-Sjögren. Donc, vous faites le recoupement avec toutes les maladies qu'on a faites jusqu'à présent et vous voyez que ça marche plutôt bien. Donc, bilan immunologique est très important. C'est un des paramètres pour le diagnostic. Pour le reste, bien sûr, il faut les faire. Ils peuvent servir de bilan de référence, etc. L'anapathe, bien sûr, elle est là, elle va nous aider. C'est la biopsie des glandes salivaires accessoires et qui se fait en ambulatoire. Vous pouvez faire en hôpital de jour, dans tous les services. Donc, ce n'est pas un examen spécialisé qu'on va faire en ORL ou en maxillofacial. C'est un examen que vous faites et qui va vous apporter des résultats très intéressants. Je ne vais pas détailler, faute de temps. Et comme toutes les maladies systémiques, il y a des critères de classification. Les critères de classification vont vous aider à ramasser tous les éléments que vous avez pour une approche diagnostique. Faites attention, classification et diagnostic, ce n'est pas la même chose. C'est des critères de classification pour vous dire que c'est un Gaucher-Sjögren et ça peut vous orienter pour le diagnostic. Donc on peut éventuellement ouvrir ce débat après. Donc les critères qui vont nous aider au diagnostic, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la clinique, parce qu'elle nous oriente, c'est les signes fonctionnels. Mais après, les critères que je retiens, c'est des critères objectifs, c'est l'anapathe, c'est l'immuno et
tous les tests qui me permettent de voir qu'il y a une sécheresse au niveau buccal et au niveau oculaire. Voilà, c'est ce qui est résumé dans cette diapo. Voilà, ça c'est les anciens critères. Alors, le diagnostic différentiel, il est important. Il dépendra de la présentation clinique. Syndrome sec, parotidomégalie, manifestation systémique, c'est ça qui va vous orienter vers... Ici, vous avez une liste de médicaments qui sont à l'origine d'une sécheresse buccale et oculaire. Parfois, c'est des médicaments que nous allons utiliser tous les jours. Vous voyez, bêta-bloquant, par exemple, inhibiteur calcique, neuroleptique. Donc, c'est des médicaments de tous les jours, donc je dois faire un diagnostic différentiel. Vous connaissez bien les bêta-bloquants, par exemple. Si c'est une parotidomégalie, vous voyez qu'il n'y a pas, comme vous voyez en haut, il n'y a pas que le syndrome de Sjögren. Il y a tout le reste. Des maladies infectieuses. Et une des nouvelles maladies que vous devez connaître, pour plus tard peut-être qu'on la présentera, c'est la maladie associée aux IgG4. Donc, entendez parler de cette maladie, peut-être que plus tard on va la développer. Sinon, parmi les autres diagnostics, vous avez le diabète, la cirrhose, c'est connu, l'éthylisme. On passe. Hein. Et bien sûr, M. Khdari est là, on ne va pas oublier tout ce qui est hémopathie, les lymphomes, et tout ce qui est amylose également. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un diagnostic différentiel à discuter. Les pathologies associées, pourquoi, comment rechercher une association? C'est une des communications, je ne vais pas la passer en entier, c'est juste quelques diapos que j'ai prises, que nous avons eu l'occasion et l'honneur de présenter pour la SAMI dans le congrès franco-maghrébin en Tunisie, pour dire que c'est une thématique qui est très importante. On sait qu'il y a un syndrome sec, on l'oublie en général pas parce que le malade se plaint. Les manifestations systémiques sont là, parlantes. Donc on ne les oublie pas. Le malade a mal aux articulations, il a mal, je ne sais pas, il peut avoir une polynévrite, il peut avoir fait un AVC, donc elles sont là. Par contre, les pathologies associées, en général, on est déjà épuisé, on a épuisé le malade et on ne les cherche pas. Ces pathologies associées, lesquelles on doit chercher? On ne doit pas chercher n'importe quoi, on doit chercher des pathologies où il y a quand même un peu plus d'épidémiologie. Je ne vais pas chercher les case reports. Je vais chercher là où il y aura des implications sur le plan diagnostique, des implications sur le plan thérapeutique et pronostique. Donc, je ne cherche pas n'importe quoi. Après, si je veux philosopher, je vais chercher dans les implications physiopathologiques. Là, c'est pour la compréhension, c'est pour la recherche. Ce qui m'intéresse pour ma pratique, c'est l'épidémio, implications diagnostiques, implications thérapeutiques et pronostiques. Ça, c'est ma pratique au quotidien. Si je veux être un plus au-dessus, je vais être dans les explications physiopathologiques. On va essayer de faire le lien entre le Gujevo-Sjögren et surtout, d'un côté les néoplasies et d'un côté les maladies systémiques, pour voir quel est le lien qui existe entre ces deux chapitres, maladies systémiques et néoplasie. Donc, ayant dit cela, bien sûr, ce sera les néoplasies qui vont venir en tête. Et voyez un petit peu ces chiffres qui sont plutôt alarmants. N'est-ce pas, M. Khdari, je ne sais pas. Hein. Combien, nombre de patients qui risquent de faire une néoplasie parmi ces patients qui ont une maladie systémique. Les localisations sont complexes. On peut imaginer que c'est au niveau des parotides. On va chercher, on est orienté. On va dire, là, c'est là que se situe l'hypertrophie de l'organe. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on oublie, on va dire que c'est inflammatoire, alors qu'il y a un processus néoplasique au niveau des parotides. Et puis, on oublie que la néoplasie peut être ailleurs. Regardez au niveau de l'orbite, du nasopharynx, de l'estomac. Et là, quand on voit ça, ça nous pose un problème. Quel bilan? Pour quel malade? Est-ce que tous les malades, je vais leur faire bénéficier ça? La réponse est certainement non. Sinon, on va épuiser nos malades. Ce qu'on fait, et c'est là le rôle du généraliste. Pardon. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je ne sais pas ce qui se passe.
Voilà. Ce que doit chercher le médecin généraliste dans le cadre du suivi, c'est les facteurs prédictifs. Les facteurs prédictifs, tout le monde peut chercher ça. Le gonflement chronique des glandes salivaires, la recherche d'adénopathie, le purpura, la cryoglobulinémie, un examen biologique, la lymphopénie, un composant monoclonal. Ça, on est dans la pratique au quotidien. Je ne vais pas vous embêter avec ce qui pourrait être des facteurs prédictifs plus compliqués. L'hypogammaglobulinémie est importante parce que le Gaucher-Sjogren est connu pour une hypergamma, et lorsque vous avez une chute, essayez de penser à la néoplasie. Je ne vais pas vous embêter avec les nouveaux facteurs prédictifs, c'est plus complexe, c'est plus spécialisé. C'est juste pour vous dire que c'est un thème d'actualité qui intéresse beaucoup de chercheurs. Pourquoi rechercher une pathologie? Est-ce qu'il y a des implications thérapeutiques et pronostiques? Oui. Quand je cherche une néoplasie dans le cadre d'un Gaucher-Sjogren, c'est pour un traitement précoce avant la transformation en haut grade. Donc au départ c'est un bas grade, je vais chercher et traiter éventuellement, ça dépend des protocoles, avant que ce soit un stade plus avancé. Et puis, si on veut philosopher un peu plus, pourquoi pas ne pas se suffire de ça et aller plus à éviter la survenue d'un lymphome. C'est pas ne pas laisser échapper un lymphome, ne pas du tout laisser arriver ce lymphome. Donc quand même, c'est un objectif important. Vous savez que la médecine maintenant, on exige beaucoup de choses de nous. Donc on dépasse l'objectif basique, on passe à un objectif qui n'est pas encore atteint, mais c'est un objectif peut-être qu'on pourrait atteindre dans le futur. Vous voyez que le rôle du médecin généraliste qui va identifier ce profil de patients qui doivent être explorés parmi tous les autres patients. Les maladies systémiques, je ne ferai que les citer, le temps ne nous permet pas d'y aller. Voilà, le lupus, hein, c'est fréquemment associé, la PR, c'est fréquemment associé, la sclérodermie, les endocrinopathies, les hépatopathies, etc. Bon, alors le traitement, j'ai 2 diapos sur le traitement avant de finir. Peut-être qu'on n'est pas concentré sur le syndrome de Gaucher-Sjogren parce que l'approche thérapeutique est un petit peu décevante et on laisse un petit peu cette pathologie pour aller vers d'autres pathologies où il y a une approche thérapeutique plus favorable. Malheureusement, au cours du Gaucher-Sjogren, on est dans le traitement purement symptomatique. C'est-à-dire qu'on va donner des larmes artificielles, on va essayer d'améliorer l'hygiène buccale et de donner des substituts salivaires, et puis c'est pas suffisant. Voilà, donc. Sinon, pour les traitements, toujours traitements symptomatiques, pour les traitements autres, pour la douleur, il faut éviter les médicaments qui vont aggraver la sécheresse buccale et oculaire. Et vous avez que la corticothérapie ici ne marche pas très bien comme elle pourrait marcher dans d'autres maladies, en particulier le lupus par exemple. Le traitement systémique, vous voyez, c'est la même panoplie que pour les autres maladies systémiques, sauf que la cyclosporine et l'azatioprine, le cyclophosphamide et l'azatioprine qu'on utilise couramment pour les autres pathologies, ici, elles sont dangereuses parce qu'il y a un risque de transformation en néoplasie. Vous voyez l'intérêt de ne pas se tromper de diagnostic, pathologie associée, etc. Un Gaucher-Sjogren, vous mettez trop de cyclophosphamide, d'azatioprine, vous avez une probabilité de faire une néoplasie plus élevée qu'au cours d'une autre maladie systémique. La biothérapie, elle est en cours d'évaluation, c'est des petites séries. C'est pas comme on a fait dans la polyarthrite rhumatoïde ou autre. Donc il y a encore beaucoup d'insuffisances concernant le traitement systémique du Gaucher-Sjogren. En conclusion, j'espère que je vous ai convaincu, depuis l'introduction jusqu'à maintenant, qu'on doit avoir un autre regard sur le Gaucher-Sjogren. On ne doit plus le mettre de côté, j'allais dire. On doit identifier cette pathologie, la connaître, lire et relire, essayer de voir les recherches où est-ce qu'elles sont sur cette pathologie. Et je suis tenté de dire, découvrons la face cachée.
découvrons la face cachée de ce syndrome de Gaucher-Sjögren. Elle est très importante. Si on connaît un peu plus le Gaucher-Sjögren, on peut peut-être un jour connaître un peu cette filière qui mène à la néoplasie, puisque le Gaucher-Sjögren, apparemment, il se situerait entre les maladies systémiques et la néoplasie. C'est un chemin vers. Donc, soyons vigilants, soyons attentifs à cette pathologie qui fait souffrir beaucoup de patients sur le plan psychologique, sur le plan pronostic, pas forcément vital, mais sur le plan par rapport à ce fameux syndrome sec. Et puis, je dirais, de la théorie des tiroirs à celle des vases communicants. C'est important de dire ça parce que sur le plan pédagogique, on dit toujours on va chercher dans le tiroir des néoplasies, des maladies systémiques, des maladies infectieuses. Là, il y a toujours un lien entre ces tiroirs. Voilà, donc il faut fouiner dans plusieurs tiroirs pour trouver ce que vous cherchez et je vous remercie.